en local, pour pas faire la même connerie que la dernière fois. Euh, je suis tellement naze en stream. J'espère que ça marche. T'as commencé le stream, ouais. Ah ouais? Ah cool. Et ben... Et du coup... Ouais. Vous voyez le truc en plein... Ouais, sur Twitch, ouais, c'est gars. On va tâcher de le faire aussi sur Discord. Tac. Tac. Donc là, ça doit être pas mal aussi. Sauf que c'est pas plein écran. Tac, tac. Tac. Oula, oulala, oulala. Donc, est-ce que c'est bon de votre côté? Ouais, super. Et sur Twitch, c'est pareil du coup? Super. Alors du coup, bah tiens, petit teasing. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette affaire? Ok. Ah bah ça va être totalement inédit, du coup, pour vous. Ouais, bah c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est un gros truc quand même, mais ça a été médiatisé, mais ils sont... Voilà, c'est les médias, quoi. Ils en ont parlé un peu et ils sont passés à autre chose, quoi. Hein, c'est un peu comme le confinement. Exactement. Exactement. Alors on va commencer par présenter justement qui c'est ce bonhomme Skripal. Donc alors Skripal, de son nom complet Sergei Viktorovitch Skripal, c'est un agent du renseignement militaire russe. Alors bon, il est assez vieux, hein, il est né en 51, et bah, enfin voilà, il est dans l'URSS, il fait son taf sans trop faire de vagues. Enfin vite fait, parce que il fait un petit peu du bonus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le MI6 t'a recruté dans les années 90, où ils l'ont retourné, quoi, du coup, hein, et c'est devenu un agent double pour eux. Donc, ils vendaient des renseignements, justement, aux Anglais, contre diverses contreparties, notamment de la thune. Alors ça, c'est pas très Charlie, vous en conviendrez. Et le FSB, donc les services de renseignement intérieurs de la Russie, donc l'équivalent de la DGSI chez nous, va finir par le griller en 2004. Et comme c'est un petit peu pas cool d'être un traître en général, eh ben ils vont le foutre en tôle. Dites-moi, vous voyez bien le bas de la presse aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu tronqué. Ouais, ouais, tant pis. Et du coup, bah, en tôle quoi. Alors, il se trouve que tout de même, hop, je vais prendre mes remarques tiens, d'ailleurs, hop, j'avais dû prendre des notes. Poup. Euh, néanmoins, enfin voilà, les échanges d'espions, ça existe encore, hein. Si ça vous parle, le pont des espions, ce genre de délire, bah, voilà, c'est la réalité. En 2010, Skripal va être échangé du coup avec d'autres espions, euh, lors d'un accord justement entre les États-Unis et l'Amérique. Alors bon, ils vont récupérer le vieux, bon, ils vont le laisser partir, hein. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils le laissent partir, là, le Skripal. Donc à mon avis, ils lui ont bien mis des coups de pression, je pense, pour... Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais toujours est-il que les Russes lâchent Skripal en échange d'agents à eux, quoi. Et ce bon vieux Skripal, qui est maintenant passé du côté occidental, entre guillemets, bah, il va devenir formateur pour les services de renseignement occidentaux. Donc comme le mec c'est quand même un agent du renseignement russe, il va aller faire un petit peu le tour de toutes les agences de renseignement occidentales, enfin
enfin voilà, les gens qui l'ont récupéré, ils le passent entre guillemets à d'autres agences de renseignement pour des raisons diverses et variées, pour que celui-ci rencarde un petit peu, enfin j'ai mis KSB, enfin ouais, enfin voilà, pour qu'il rencarde un petit peu ses services locaux du fonctionnement justement du SRV d'ailleurs. Je me suis trompé, c'est pas le FSB, c'est le SRV je pense. Bref, du coup, le vieux, il fait un petit peu la tournée de plein de pays pour enseigner justement aux services de renseignement locaux comment fonctionnent les services de renseignement russes. Et enfin voilà, il insiste bien d'ailleurs sur, enfin voilà, j'ai mis la République tchèque parce que la République tchèque en fait c'est un petit peu un proxy en fait pour infiltrer des espions en Europe. C'est un petit peu le cas aussi enfin voilà, je sais pas si vous connaissez le programme des illégaux. En fait, enfin, ouais, c'était pareil, hein, c'était le même délire, c'était le KGB qui s'amusait à envoyer des espions aux États-Unis, et pour ça, en fait, il les implantait au Canada. Donc, il les implantait au Canada, ils faisaient leur petite vie, hein, ils vivaient à la canadienne, puis après, ces bons Canadiens allaient aux États-Unis, puis en fait, c'était des agents dormants russes, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mode opératoire, enfin voilà, il est pas du tout terminé, hein. C'est-à-dire que là, en janvier 2020, il y a encore eu des articles qui disaient que le Canada, c'était un peu une base de lancement pour des espions chinois. Donc voilà, c'est un mode opératoire assez commun. Et du coup, le petit Skripal, bah voilà, il fait quand même un peu chier des Russes, quoi, même s'il a été libéré. Bon, c'est bon, maintenant on sait bien qui c'est Skripal. Maintenant, c'est quoi l'affaire Skripal? Et ben, il se trouve que le 4 mars 2018, Sergei Skripal et sa petite fille, sa fille, Lulia, on les retrouve, enfin voilà, ils vivent à Salisbury maintenant, et on les retrouve totalement shootés, puis inconscients, dans un parc à Salisbury. Alors Salisbury, c'est une banlieue à 80 km de Londres à peu près. Alors on les retrouve, là, lui il est en train de baver, de vomir, de convulser, de délirer. Et l'autre, elle a les yeux totalement blancs et de la bave à la bouche, enfin c'est plutôt sale ce qui leur arrive. Alors, bon, bien sûr, ils vont être admis à l'hôpital, hein. D'ailleurs, un des policiers qui va essayer de les aider va être admis à l'hôpital également. Et on va se rendre compte que ce qui leur est arrivé, en fait, c'est un empoisonnement. Un empoisonnement avec une substance chimique qui s'appelle le Novichok. Alors, c'est un truc extrêmement sale, c'est un agent innervant, hein, qui a été développé en URSS pendant la guerre froide, et qui provoque tous les symptômes que j'ai mis en bas, là, dysfonctionnement neuromusculaire généralisé, sudation excessive, nausées, vomissements, arrêt respiratoire, arrêt cardiaque, etc. etc. Et en général, voilà, c'est un truc, enfin voilà, tu cannes quoi, un agent innervant déjà, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que voilà, en général, vaut mieux éviter quoi. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que, bon, là c'est du Novichok, hein. C'est-à-dire que moi demain je veux fumer quelqu'un, j'emploierai pas du Novichok. Je veux dire, avoir du Novichok, ça présuppose quand même un. Enfin voilà, ça présuppose quand même des moyens conséquents. Alors là, je vous ai mis un extrait d'un des bouquins que j'ai lu. C'est Mission méthode technique spéciale des services secrets au 21e siècle. Si vous voulez la référence, je vous la filerai après la conf. Et ils disent notamment que quand il y a un empoisonnement avec une substance particulièrement rare, c'est un État qui a la manœuvre. Et enfin voilà, c'est fait à des fins de passer un message. Donc là, vous commencez par, enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire, quoi. Alors je vous résume les réactions des Anglais et des Russes. Alors les Anglais ils vont dire bah oui c'est les Russes, c'est évident. Et les Russes ils vont dire non c'est pas vrai, c'est pas nous. Et j'exagère à peine. Et ils vont même dire les Russes bah non mais franchement on va faire tout, on va faire enfin je sais pas comment on dit, on va clarifier toute cette affaire, on va vous aider si vous voulez. Alors ce que Theresa May raconte c'est pas si déconnant de dire que c'est les Russes.
Et là, je parle totalement en excluant les éléments qu'elle pourrait avoir eu avec une enquête. Parce que les Russes ont quand même de sacrées bonnes raisons de fumer Skripal. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, hein, Skripal, il connaît, enfin voilà, Skripal, il rencarde absolument tous les services du fonctionnement des services russes. Également, comme il a fait partie, comme il a fait partie du renseignement militaire, il connaît bien les liens, enfin, des services de renseignement, il connaît bien les liens entre le gouvernement russe et la mafia. Et ce genre d'élimination physique un petit peu expéditive, c'est pas la première fois. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un autre traître qui a été retourné par les Britanniques et qui a été empoisonné au polonium, lui. Donc voilà. Voilà. Même. Enfin voilà, si un événement arrive comme ça, le premier truc que tu penses, c'est les Russes. Et c'est pas un raisonnement si déconnant que ça. Alors je vous résume encore une fois les réactions. L'Angleterre va dire vous foutez notre gueule, vous avez tué un traître Novichok sur notre territoire. En plus, enfin voilà, c'est. Il vivait en Angleterre, le mec, enfin je veux pas dire il faisait de mal à personne, mais c'est quand même sur territoire anglais, donc ça la fout mal. Et t'as la Russie qui va dire non mais attendez, le Novichok certes il a été découvert en URSS, on l'a conçu machin, mais on le fabrique plus tu vois, et il est pas stocké chez nous là. Et puis, eh, vous nous la faites pas à l'envers, vous essayez de déstabiliser la Russie sur le plan international. Il y a l'élection dans 2 semaines, présidentielle. Ouais, il y a la Coupe du Monde qui va arriver en Russie. Franchement, on n'aime pas trop ça, quoi. Et bien sûr, bah, enfin voilà, c'est bien d'avoir des pressentiments comme ça. Maintenant, les choses sont faites, hein, on a quelqu'un qui est empoisonné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va enquêter. Alors, euh, il se trouve que, outre l'empoisonnement, un mec va aussi être admis à l'hôpital justement pour justement avoir également été en contact avec cet agent innervant. En fait, c'était un pauvre mec, hein. Le mec il a trouvé un parfum dans la rue, Nina Ricci, et il se dit bah cool, ma femme, enfin, je vais ramener ça à ma femme, elle va être contente. Et du coup, bah, il le file à sa femme, puis elle le met, et elle meurt. Et lui, bah, il va finir à l'hosto aussi, parce qu'il va être en contact un minimum avec. Alors déjà, on a l'arme du crime, et en parallèle de l'enquête, en fait, va y avoir aussi une petite, une énorme shitstorm en fait médiatique et sur Internet du coup, pour dire c'est les Russes, c'est pas les Russes, qu'est-ce qui s'est passé, enfin bref. Vous voyez un petit peu le délire. Alors là, je vous ai mis un petit extrait de, de commentaires de vidéos YouTube en dessous, enfin en dessous d'une vidéo informative, enfin d'un journal anglais quoi, qui disait ouais, on a retrouvé le parfum machin, avec le mec là qui pleurait, dont la femme est morte. Donc voilà, tout le monde est enfin voilà, tout le monde. Il y a vraisemblablement entre guillemets des gens qui ont des convictions bien affirmées entre guillemets. Est-ce que c'est des agents d'influence? On sait pas trop. Et, et le plus magique, c'est que même les Russes, ils vont s'y mettre, même les organes officiels russes vont s'y mettre. Et là, c'est absolument exquis, parce que là, en gros, là, en gros, enfin, c'est une ambassade, non, c'est ouais, le ministère des Affaires russe qui va tweeter niveau relations internationales de quel style de danse vous êtes le plus proche. Et là, on voit une meuf qui danse avec une chanson traditionnelle russe. Et là, on voit, je crois, c'est Theresa May qui danse en mode n'importe comment dans un pays africain. Mais tu te dis, mais what the fuck? Alors, outre ces conneries, en fait, ces messieurs de la maréchaussée vont vraiment mener une enquête sérieuse et et cette enquête va mener à 2 suspects.
Donc un mec qui s'appelle Bochirov et un mec qui s'appelle Petrov. Alors là, c'est un extrait d'un portique de métro, je crois. Hop là. Et du coup, bah, nouveaux éléments qui arrivent enfin voilà, dans l'enquête. Et du coup, bah, c'est pas grave, parce que le ministère des Affaires étrangères russe va encore amener ses arguments bien trempés. Avec son porte-parole Maria Zakharova, qui, vous allez voir, est plutôt excellente. Alors, ils vont voir ces photos, et ils vont se dire, eh mais attendez, est-ce qu'on serait pas en train de se foutre de notre gueule un petit peu là? les, les mecs, ils passent le portique au même moment. Mais c'est truqué ça, c'est n'importe quoi. Alors bon, face à ces arguments, voilà, ces arguments vont se répandre sur Internet, hein, avec, euh, avec bon nombre de comptes Twitter, d'articles, etc., etc. Donc là, c'est pareil, hein, on a l'ambassade de Russie en Afrique du Sud qui dit oui, alors on nous a amené de nouvelles preuves, entre guillemets, sur l'implication de Russes enfin, qu'on nous présente comme des agents russes. Alors que bah voilà, les mecs, on voit bien que la photo elle a été prise au même moment, c'est truqué quoi. Hashtag paranormal activity, hashtag X-Files. Et bon bah voilà, sur internet ça troll sévère, hein, internet reste internet. Donc là voilà, c'est la meuf anglaise de tout à l'heure qu'ils ont foutu en photomontage. Et la vérité derrière tout ça, bah, c'est tout simplement qu'il y avait plusieurs portiques. Donc bon, on voit bien que ça commence à s'envoyer des crottes de nez à droite à gauche, quoi, histoire d'essayer d'avoir l'opinion publique dans la poche. Alors face à ça, ils vont pas se laisser faire les Russes tout de même. Alors on se dit non mais regardez mieux la photo, ça se voit c'est les mêmes portiques, c'est pas deux portiques différents. Donc c'est pas les Russes, c'est logique. Alors, cette guerre pour l'opinion publique se poursuit, hein, c'est-à-dire que maintenant on comparer la preuve là. Donc là, vous voyez le petit dispositif, enfin le petit parfum quoi, je sais pas comment on appelle ça, euh, qui aurait été l'arme du crime là, qui contient l'agent innervant. Et on compare ça justement à la fiole de pisse que Powell avait apportée à l'ONU pour dire oui, attaque chimique, faut qu'on apporte la démocratie à l'Irak. Donc bon. Bon, c'est pareil, hein, encore une fois, l'ambassade russe en Angleterre qui est en train de cracher joyeusement sur les accusations anglaises en disant à droite et à gauche, il y a deux agents qui manipulent des enfin, un agent innervant. On joue à cette différence. Enfin, bref, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi, pour être honnête. Alors on va se reconcentrer sur nos deux suspects. Et quand on se reconcentre sur Petrov et Bochirov, on se rend compte que leurs passeports ont été délivrés en 2009 et qu'on ne trouve absolument aucune trace d'eux avant cette date. Alors, instinctivement, on est tenté de penser que, enfin voilà, c'est encore de nouveaux éléments qui corroborent le fait que ce seraient deux agents russes. Et que du coup, bah, que ces identités sont vraisemblablement des couvertures. Alors, Maria Zakharova va réagir face à ces nouveaux éléments et va dire ah, effectivement, vous savez quoi, de toute façon, on va mettre tout ça au clair, hein. Ces deux individus, on a réussi à les identifier, c'est bien des Russes. Donc, vous savez quoi, eh ben on va leur demander. Ils sont en Russie, on va faire une émission de télé et on va leur dire bah vous êtes qui, qu'est-ce que vous foutiez là et quoi. Alors, ah regardez-moi ces gueules. Ils vont organiser
Ils vont organiser des interviews qui vont être relayées par Russia Today et Sputnik, enfin voilà, des médias russes, quoi. Euh, et du coup, bah, ça va être absolument magnifique. Alors, je vous ai mis le lien de la vidéo, je pourrais, enfin voilà, si vous voulez un lien après sur cette conférence, je vous le mettrai dans le Discord. C'est absolument exquis, cette vidéo. Ils sont absolument pas à l'aise, ils sont ultra fermés. Ils sont en mode, moi je suis nutritionniste, on est des touristes et tout. Et quand tu vois leur gueule, t'es en mode, mais non, tu vous foutez de notre gueule. Et ils sont là en mode, oui, non, mais on s'appelle bien comme ça et tout. On prévoyait ce voyage depuis un moment. Et bon, j'ai pas trop envie de forcer parce qu'on. Je veux pas trop influencer votre avis, mais quand vous voyez l'interview, il y a quand même des trucs en mode oui, on est parti voir la flèche du clocher de Salisbury. Vous savez, elle est connue dans le monde entier, elle mesure 123 mètres et tout. Mais t'es là, mais en mode mais quoi? Et bon, aussi, les commentaires sont en mode oui, non, mais franchement, c'est des touristes, foutez-leur la paix et tout. Enfin, bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais revenons aux faits, parce que c'est bien beau de juger sur le faciès ou les déclarations, mais s'il y a des preuves pour étayer ça, c'est toujours mieux. Donc, on va examiner justement les billets d'avion. Alors, ils ont déclaré qu'ils prévoyaient ce voyage depuis un moment. Mais quand on regarde les réservations, ils ont réservé le voyage le jour pour le lendemain. Alors bon, vous allez me dire, bon, et alors, vous êtes jamais parti sur un coup de tête, vous? Ça peut arriver. Je veux dire, ça se trouve, il y avait des billets à pas cher, puis quand même, la flèche du clocher de Salisbury, tu vois, ça se refuse pas, tu vois. Donc, bon, c'est quand même un peu suspect, ça commence à faire beaucoup de suspect, mais bon, on sait jamais, tu vois, le doute est permis. Et là, on va remarquer aussi, rien qu'avec l'analyse de ces billets, que il y en a un qui, pour le billet de retour, ils sont pas rentrés ensemble. Il y en a un qui a pris un billet de retour le 3 et l'autre le 4. Alors là encore, les imprévus ça arrive, hein. La vie elle est tellement imprévisible. Ça se trouve, le mec il a eu une urgence, il a dû rentrer, tu vois. Encore une fois, on sait pas. Et il se trouve que l'enquête va se poursuivre et une source dans la police russe va fournir entre guillemets le dossier qui a servi à l'instruction du passeport de nos deux cocos. Et il se trouve que ce dossier était estampillé Do not provide information. Euh, bon, là encore c'est assez suspect. Et d'aucuns disent que tout simplement, c'est quand les services de renseignement disent bon, faites pas chier, filez un passeport, quoi. Alors, il se trouve que là, le numéro en haut à droite du passeport, où il y a le tampon, ressemble à un numéro de téléphone, et du coup, des gens vont appeler. Et ils vont tomber sur le siège du GRU. Mais encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir. Le GRU, c'est un département du renseignement militaire russe. Voilà, dites-vous que c'est les services de renseignement russes. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là, et on remarque aussi qu'en fait, leurs numéros de passeport sont quasi identiques. C'est-à-dire que votre passeport, il a un énorme ID, un énorme identifiant, qui est une suite de numéros assez conséquente. Et il se trouve qu'entre leurs passeports, il n'y a que deux autres passeports. C'est-à-dire qu'il y en a un, il a le 1294, enfin les derniers chiffres c'est 1294, et l'autre c'est 1297. Et ça c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même une belle coïncidence que deux mecs normaux ont réussi à obtenir des passeports comme ça par la procédure normale. Franchement, c'est un sacré coup de bol ça. Mais bref, revenons sur internet. Bon, non, tout ça c'est faux. Voilà, bon, vous voyez les commentaires, c'est assez rigolo. Donc maintenant, on a ferré deux poissons qui semblent intéressants. Donc on va commencer à s'intéresser à eux.
Et du coup, on va commencer à s'intéresser au voyage de Petrov, et on va se rendre compte que, notamment sur un voyage, il est arrivé aux Pays-Bas 2 jours avant le référendum pour l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, ce qui quand même géopolitiquement est quand même un sujet intéressant pour les Russes. Donc il passe 10 jours à faire on ne sait quoi, puis il retourne à Moscou après, sûrement du tourisme. Un autre voyage, par exemple, on le retrouve à traverser la frontière du Kazakhstan en bus avant de perdre sa trace et de le retrouver à Tel Aviv. Bon, peut-être qu'il est un peu aventurier sur les bords. Et on retrouve aussi des voyages à Paris, à Genève, à Francfort, etc. etc. Mais, circuler, il n'y a rien à voir, je suis nutritionniste. Alors là, c'est pareil, hein, Maria Zakharova, fort de ces nouveaux éléments qui sont apportés publiquement, va contre-attaquer, va dire non mais de toute façon, on va arrêter vos conneries. Bellingcat, c'est une officine des services anglais, c'est connu, hein, ça se cache sous une image de journalisme indépendant, mais tout le monde sait qu'ils bossent pour les renseignements anglais. Ça, c'est obligé. C'est une attaque sous faux drapeau pour nous affaiblir. Et en plus, on est de bonne foi, on voulait vous aider, mais vous avez refusé. Mais vous êtes vraiment des bâtards. Bon, voilà, encore quelques tweets hein, qui vont dans ce sens. Hein. Donc, ça trash talk sur Bellingcat. Voilà, un instrument de déversement, etc. etc. Bon, au bout d'un moment, voilà, il y a encore de nouveaux éléments qui vont tomber, parce que fatalement, ils ont fait les 2 poissons, ils vont enquêter. Et il se trouve que, Ruslan Bochirov, en fait, il s'appelle Anatoly Shepiga, il est colonel. Et, enfin voilà, là, vous voyez un tweet qui montre qu'en fait, sa photo est dans une école militaire russe. Donc voilà, là, ça va être assez difficile à contester maintenant. On retrouve également la trace de Petrov, qui s'appelle en vérité Alexandre Mishkin, qui est docteur, ce qui est sacrément pratique pour une opération d'empoisonnement, soit dit en passant. Donc pour sa légende, il a conservé le même prénom, la même date de naissance. Il a été décoré héros de la Fédération de Russie par Poutine, c'est un peu l'équivalent de la Légion d'honneur en fait. Hein. Et il vient d'un village absolument paumé en Russie, et sa mémé, elle a une photo de lui décorée avec cette distinction, et elle raconte un petit peu à tout le monde ça, parce que quand même, tu vois, elle est un petit peu fière de son petit-fils, tu vois. Les mamies. Donc, euh, je veux pas trop vous influencer, même s'il y a quand même des éléments, même si j'ai quand même présenté certes les choses d'une certaine manière, bon, vous ferez votre avis avec tout ce que je viens de vous dire. Et voilà la fin de l'acte 1. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on nous a présenté, tout ce qu'on nous a présenté aux médias relativement. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus détaillé ce que je vous raconte, parce qu'il y a quand même eu les résultats d'une enquête. Aux médias, ils bazardaient ça ultra vite. Par contre, ce dont vous n'avez sûrement pas du tout entendu parler, c'est l'acte 2. Parce que quelques mois plus tard, l'enquête se poursuit avec, notamment justement à Amsterdam, il me semble, ou je sais plus où c'est. Bon, bref, c'est aux Pays-Bas. Euh, Plus précisément à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Donc, ils ont récupéré le Novichok, ils font des analyses, machin et tout, ils essayent de retrouver les traces, enfin voilà, ils font leur truc, c'est leur métier, j'y connais rien. Et du coup, une délégation russe, un jour, arrive aux Pays-Bas. Donc le 10 avril 2018. Bon, ils sont accompagnés d'un personnel de l'ambassade, hein, pour un motif quelconque, je sais plus pourquoi ils venaient. Et c'est une sacrée délégation en fait. Parce que, voilà, il y avait 4 bonhommes, hein, en plus du mec de l'ambassade. Donc ils arrivent avec des passeports diplomatiques, hein, parce que c'est toujours bien de se faire expulser au lieu de se faire foutre en tôle, au cas où ils se fassent choper. Donc 2 d'entre eux, c'est des hackers.
Donc voilà, vous voyez leur petite bobine sympatoche. J'ai mis la même image d'ailleurs. Bah bref, je me suis craqué, mais il y avait l'autre quoi du coup. Ah mais non, c'est pas les mêmes apparemment. Enfin bref. Ou c'était peut-être sa couverture et... Bref, j'en sais rien. Bref, il y a deux hackers et deux agents du renseignement humain. Donc voilà, ils débarquent avec leur passeport diplomatique, on sait pas trop pourquoi. Et ils vont se dire, bah, si on allait un petit peu pirater l'organisation qui mène l'enquête. Alors ils vont louer leur petite voiture, une C3 d'ailleurs, hein, hashtag vive la France, et ils vont commencer leur opération de reconnaissance justement sur leur cible. Donc là vous voyez des clichés hein, qui ont été menés depuis des bâtiments, je sais pas si c'était leur hôtel, je sais pas, enfin voilà, ils avaient des caméras discrètes, etc. Ils repéraient un petit peu les lieux en vue de l'engagement futur de la cible. Sauf que ça va tourner mal. Ils vont se faire choper, mais comme des crottes. Alors bon, peut-être que c'est parce que... Enfin voilà, on sait pas pourquoi en fait. Bref, toujours est-il que les services de renseignement les observaient, ils ont attendu qu'ils agissent, et ils leur sont tombés dessus. Alors, maintenant qu'on les a enfin voilà, maintenant qu'on les a sous la main, on va un petit peu voir ce qu'il y avait d'intéressant. Alors, ils vont découvrir qu'ils se baladaient avec 20 000 euros et 20 000 dollars sur eux. Ce qui est quand même plutôt sympa, je trouve. Ils vont retrouver également énormément d'appareils électroniques. Donc là, vous voyez un appareil photo qui servait justement aux opérations de reconnaissance. Vous voyez des téléphones à usage unique, vous voyez des smartphones. Smartphones qui, par ailleurs, dès ils se sont rendus compte qu'ils étaient repérés, qu'ils ont essayé de les détruire. Euh, Et voilà. Et ils vont également, le plus intéressant, hein, parce que cette opération c'était quand même une opération de hacking, ils vont repérer un paquet de dispositifs qui sert justement à péter des connexions Wi-Fi. Donc, enfin voilà, il y a une antenne, de quoi, de quoi alimenter le tout, et un smartphone pour une connexion internet avec la 4G, et leur ordinateur pour réaliser tout simplement leur opération de hacking. J'en ai absolument aucune idée. Je me suis pas renseigné. Euh, euh, bon voilà, ils vont retrouver aussi les déchets de leur hôtel. Bon, ils associent ça à de la security awareness, donc à des manœuvres de sécurité opérationnelle. Bon, j'ai un peu envie de dire, c'est bien, mais bon, la sécurité opérationnelle est un peu morte hein, à partir du moment. Enfin voilà, s'ils se sont fait griller, c'est que la sécu opérationnelle, elle a cafouillé quelque part. Et pour ça, je vous renvoie vers la seconde ou troisième conf que j'avais donnée. Seconde, je crois. Donc la sécurité opérationnelle pour les insouciants. Et comme je vous l'ai dit, bah voilà, ils vont trouver des smartphones qu'ils ont essayé de détruire lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient grillés. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ce matériel électronique? Bah on fait une analyse forensique. Hein, on va récupérer tout ce matériel et on va voir un petit peu ce qui foutait avec. Alors ils vont récupérer toutes les recherches qu'ils ont faites en fait avec ce matériel et ils vont se rendre compte que bah ils s'intéressaient beaucoup en fait à l'organisation, bah tout simplement au laboratoire qui analysait, enfin voilà, à l'organisation contre les armes chimiques. Et enfin voilà, en bas à gauche, là vous voyez en fait un Google Map, un trajet entre leur hôtel, The Hague Marriott Hotel, et leur cible. Donc voilà, c'est un petit peu... enfin voilà, vous voyez clairement qu'il y a un intérêt vif pour cette organisation, hein, au regard de la liste que vous pouvez constater. Il y a vraisemblablement aussi une analyse TradView, hein, parce que vous voyez, il y a des coordonnées GPS dans la seconde recherche. Donc voilà. Bon, de toute façon, là, on sait que c'est eux, on a leur cible. Hein, là, c'est, voilà, on les a chopés en flag, quoi. Donc,
ça... Enfin, voilà, ça ne laisse que peu de doutes. Euh, L'analyse forensique va aussi être menée évidemment sur un des smartphones qu'ils ont réussi à récupérer avant qu'ils le détruisent. On va récupérer les stations auxquelles ce téléphone s'est connecté, et on va se rendre compte qu'en fait, bah, la première fois que ce téléphone a été activé, c'était le 9 avril à Moscou. Et le plus magique dans tout ça, c'est que c'est à quelques rues du Gru. Donc, coïncidence? Peut-être, on sait pas. dans, dans tout... Enfin voilà, on a chopé les mecs, on va aussi retrouver un reçu de taxi pour un trajet aéroport Gru. Et ça, mais franchement, ouais, genre, parce que, enfin, vous voyez, c'est bien beau de ramasser ces déchets à l'hôtel, tu vois, pour faire de la sécurité opérationnelle. Mais pourquoi tu gardes ça, quoi? Enfin, bref. Encore un élément à charge. Bon, de toute façon, là, encore une fois, leur culpabilité ne fait pas de doute, mais c'est pour insister sur le fait qu'ils ont quand même sacrément merdé. Et on va retrouver des photos d'eux aussi sur leur post. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les manœuvres de sécurité, enfin voilà, une manœuvre élémentaire de sécurité opérationnelle, c'est que tu wipes ton PC entre deux opérations, hein. Genre tu fais une opération, tu formates ton PC, tu effaces toute donnée, tu fais des passes dessus, enfin, tu fais en sorte qu'il n'y ait absolument aucune donnée de tes vieilles actions qui subsistent, enfin voilà, tu détruis les preuves, entre guillemets. Donc là, on voit des photos d'eux quand ils étaient au JO en 2016 au Brésil. On voit un mec qui se prend un selfie avec son uniforme. C'est absolument n'importe quoi. Alors, comme je vous dis, comme ils n'ont pas wipé leur PC, ben, on va retrouver un paquet d'éléments qui laissent penser qu'ils ont mené d'autres opérations avec. Donc là, voilà, avec l'analyse des Wi-Fi auxquels ce poste s'est connecté par le passé, on voit qu'il s'est connecté en Malaisie, à Kuala Lumpur, dans un hôtel, donc avec la date. On voit que ça a été pareil à Lausanne en Suisse, à 2 reprises. Enfin voilà, c'est pareil, hein, on extrait l'historique, on extrait machin, on se rend compte qu'ils ont déjà ciblé un autre laboratoire, le laboratoire Spies, je sais pas ce qu'il fait ce laboratoire par contre. Euh, enfin voilà quoi, on a retrouvé d'autres opérations de ces agents. Et je pense que là ça commence à partir en couille sacrément, donc on a fait le tour du sujet, on va s'arrêter là. C'est une humiliation totale. Pour... c'est une humiliation totale pour le Gru. Là, vous voyez des réactions qu'on a eues avec des confrères lorsque ça s'est passé. Donc voilà, ils disaient, punaise, les mecs ils avaient des numéros séquentiels, Bellingcat les a cramés. Maintenant, enfin, enfin voilà, si les services de renseignement en fait étaient au fait que les agents du renseignement russe avaient des numéros de passeport séquentiels, mais ils ont dû tellement griller des agents russes. Et enfin voilà, ça trash talk un petit peu quoi. Et c'est vrai, les Russes, enfin voilà, les Russes ils sont pas connus pour leur discrétion quoi. Euh, voilà, voilà. Donc, pour conclure, ça a été assez vite, c'est plutôt cool. Ça durait quoi, une demi-heure? Ça change de ce que je fais d'habitude. Donc, l'affaire Skripal, c'est franchement bah, un cas d'école des nouvelles méthodes de guerre moderne. Hein, là, vous voyez bah, tout simplement la propagande, hein, la propagande à son extrême. Et tout simplement bah, de l'espionnage, du hacking à des fins de renseignement, etc. etc. Alors, c'est aussi, enfin franchement, d'aucuns disent que cette manœuvre aussi, c'est surtout aussi un... Enfin, ça a été fait par Poutine aussi un petit peu pour montrer les gros bras, justement avant l'élection présidentielle, parce que bon, les Russes aiment les hommes forts et tout machin. Et ouais, puis c'est tout. Enfin, voilà. Liquider un traître, c'est un petit peu aussi envoyer le message du bon, hein, faites pas les cons ceux qui bossent pour nous. Enfin, ceux qui bossent pour la Russie actuellement, c'est un petit peu un message adressé à eux pour leur dire, hey, faites gaffe, déviez pas du droit chemin quoi.
Mais outre ça, bah, franchement, cette affaire, c'est un énorme fiasco. Franchement, c'est là, enfin, en France, on dit que c'est que le gros fiasco, c'est le Rainbow Warrior. Bah là, on peut dire que pour la Russie, c'est clairement l'affaire Skripal. Ça a été un fail de A à Z. Euh, c'est une humiliation absolument totale, qu'il s'agisse de la première opération ou de la deuxième opération. Ça a mis au jour le fait que leur sécurité opérationnelle elle était absolument à chier et que ce serait bien qu'ils deviennent un petit peu plus discrets pour justement pour pas se faire griller et faire leur petite affaire comme ils l'entendent sans se faire trop emmerder. Exactement, comme font les autres. Voilà. Je connais pas trop cette affaire, mais je sais que c'est. Non, non, c'est avec le Rainbow Warrior, c'était un truc écologique, il me semble, c'était avec un paquebot. C'est les services français qui ont fait sauter un paquebot en fait, qui ont fait couler un paquebot. Donc il y avait un. Ouais, c'était par rapport à Greenpeace, il me semble. Et en gros, enfin voilà, t'avais un faux couple de photographes, il me semble. Donc un mec et une meuf qui étaient pas vraiment ensemble, qui étaient des agents français, qui ont fait péter le bateau. Et il se trouve qu'il y a un mec qui est mort dedans. Voilà. Et les services français ont été grillés et ça a été un énorme fiasco à ce niveau-là. Voilà. Donc, petite histoire sympathique que je trouve. Donc voilà, si vous avez des questions. Hop. Sur ce, moi je bouffe mon fruit en même temps. J'ai pas guetté le Discord d'ailleurs depuis le début. Ah bah cool. Oh. Ok. Hmm. Ok, ok, bah merci en tout cas. Ah, il y a toujours, hein, ça c'est ma marque de fabrique. Il y en a 60. Bon, mais je me dis qu'une soirée je le fais. Je me tape des barres tout seul donc. Bah, faut- bah, ouais, franchement, encore une fois, fondamentalement, qu'un mec meurt au Novichok, le message passe quoi. Pour les gens qui sont du milieu, ils voient très bien la paternité du truc, ils voient très bien qui est à la manœuvre. Donc il n'y a pas besoin de plus. Dans l'idéal, autant préserver ses agents justement. Enfin voilà, autant conserver ses agents, éviter de les perdre déjà, devoir leur refaire une nouvelle identité ou ce genre de truc quoi. Voilà, parce que là ils ont clairement perdu deux agents, dont un docteur. Donc c'est quand même des. Enfin, moi à leur place, ça me ferait grave chier quoi. Voilà. Et surtout, la seconde partie, où, avec l'opération de hacking, là ça me ferait vraiment chier. Et là ils avaient aucune raison de se faire griller quoi. Enfin, ils avaient aucun. Et, et ben on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop. Et toujours est-il qu'ils ont été grillés. On les suivait à la trace dès le début. On devait. Enfin, tu sais, encore une fois, les mecs avaient des. Enfin voilà, on s'est rendu compte que les mecs ils avaient des numéros de passeport séquentiels. Et c'est peut-être pas la première connerie qu'ils avaient quoi. Ça se trouve, les services de renseignement anglais disposaient déjà d'éléments pour repérer des agents russes sur leur territoire en fait. Voilà, leur service de renseignement intérieur devait être bien. Voilà, s'il fait bien son taf, enfin, voilà, il essaye de justement. Bah voilà, c'est son taf quoi. Du coup, il devait avoir des trucs. Il devait avoir des éléments pour ça. Bah, le rapport, c'est que tout simplement, l'enquête se poursuivait, même si on savait que c'était les Russes, hein. Et
Bah là, encore une fois, on ne sait pas hein, pourquoi ils ont décidé de mener une opération sur l'organisation. Enfin voilà, en gros, c'est le mec, il a été empoisonné au Novichok à la base. Donc c'est une arme chimique. Et du coup, les Russes, ils se sont intéressés, lors de leur seconde opération, ils se sont intéressés au laboratoire qui menait l'enquête en fait. Euh, Justement, enfin enfin l'organisme c'était l'organisation contre les armes chimiques, contre la propagation des armes chimiques. Et il me semblait qu'ils avaient justement un laboratoire en interne et ils menaient leur enquête justement sur cette affaire. Donc vraisemblablement que les Russes y voyaient un intérêt à s'infiltrer dans le système d'information de cette organisation. Voilà, pour des... Oui, peut-être, sûrement. Très franchement, on ne sais pas. Toujours est-il qu'ils avaient ça comme cible et ils se sont fait griller. Voilà. Et fatalement, le lien est assez évident parce que voilà, il y a quelques mois d'écart entre les deux affaires et au vu de, enfin voilà, un laboratoire et une organisation contre la propagation d'armes chimiques et un empoisonnement avec une arme chimique quelques mois avant, bon, le lien est vite fait quoi. Et sinon, c'est vrai que le format un peu court marche vachement bien aussi. Le fait d'avoir, tu vois, une grosse demi-heure comme ça. Oh bah c'est cool. C'est... Ah, Ça demande un peu moins de temps, mais ça fait plus vite, quoi. bah, après, c'est normal, parce que là, entre guillemets, je vous raconte une histoire. C'est pareil quand je vous ai raconté l'histoire de Stuxnet, avec l'opération Olympic Games. Ça, c'est un petit peu une histoire, bah, voilà, vous vous posez et vous écoutez, c'est tranquille, c'est bonne ambiance. Après, quand c'est un sujet technique, fatalement, bah, c'est vrai que c'est moins attrayant et je suis obligé de raconter plus, enfin voilà, d'être un petit peu plus verbeux et du coup, ça tire un petit peu plus en longueur. Ouais, c'est ça, mais sans remplacer, mais effectivement, ça serait mieux. Hmm. Parfois, des trucs un peu courts comme ça serait bien. Ouais, cool. Cool, cool, cool. Et tu penses pas à faire un petit podcast, un truc comme ça, si t'en as beaucoup, des petites histoires d'une demi-heure, qui seraient assez simples d'enregistrer, tu sais, c'est un peu la mode en ce moment. Pareil, hein, limite, on passe les enregistrements dans le podcast, on fout ça en ligne, sans forcément retravailler le truc, tu vois. Ouais, bah, pourquoi pas, hein, moi, je suis... Ça peut être intéressant, je pense. Ouais, bon, moi, je suis ouvert à tout, hein, vous savez. Si c'est cool, pourquoi pas. Ok, ok, nice. Ok, bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là, du coup. Hop. Et bah, merci à vous de votre présence. Tac. Et du coup, bah, enfin voilà, vous me direz à qui je passe le rush, parce que j'ai